Je suis donc ravie de vous retrouver pour ce forum franco-allemand de l'énergie. Je prends le relais de Patrice Geoffron pour cette table ronde autour de la transition énergétique et du Green Deal. Par quels moyens atteindrons-nous les objectifs énergétiques et climatiques européens? On a repris avec un petit peu de retard, désolé, mais c'est vrai que ce sont les agendas ministériels. Sûrement le plaisir aussi de vous retrouver ici à l'hôtel de Rocklore dans le cadre de cet événement. Quelques précisions techniques, je le rappelle, les vidéos, les enregistrements audio en langue originale seront disponibles sur le site de l'OFAT dans une semaine. Les fichiers audio seulement pour les adhérents. La synthèse de la conférence aussi sera publiée dans les prochains mois. Vous retrouverez le replay aussi sur le canal YouTube. Et puis vous pouvez, parce qu'on va entamer cette table ronde, poser toujours vos questions sur Slido, sur la page de droite. Donc on est ravis de retrouver Madame la ministre Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, qui nous accueille ici. On est vraiment ravis d'être ici au ministère pour cet événement, de se retrouver à Paris et physiquement, comme on dit, c'est toujours un plaisir. Et toujours aussi ravi d'avoir avec nous Andreas Fecht, secrétaire d'État à l'énergie et au numérique au sein du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie de l'Allemagne. On va parler évidemment avec vous dans un instant de vos enjeux, comprendre mieux, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, présenter un petit peu mieux les objectifs aussi de la France en la matière, mais on est ravis aussi d'avoir une vision européenne. C'est pourquoi on est avec Kadri Simpson. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc commissaire européenne à l'énergie à la Commission européenne. Alors, je vais me permettre, Barbara Pompili, évidemment, de lui passer la parole en premier parce qu'on comprend bien les enjeux autour d'une Green Deal ou Pacte vert pour l'Europe, qui est la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne avec cet objectif, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Kadri Simpson, je vais vous poser une première question, puisqu'on est ici dans cette table ronde à parler des moyens pour atteindre ces objectifs énergétiques et climatiques européens. Il est peut-être bien de rappeler les enjeux et puis de dire comment l'Union européenne accompagne aussi les pays dans cette transition. Visiblement, je ne sais pas si elle nous entend. Vous pouvez nous entendre? Vous pouvez nous parler? Alors, on a un petit problème de son. En tout cas, ici, on ne l'entend pas. Gros problème de son. Alors écoutez, on va tenter une reconnexion. Ça aurait été parfait d'avoir évidemment une introduction sur le Green Deal. On va refaire un test, je pense, avec vous et on va voir si on vous retrouve. C'est toujours les aléas du direct, vous savez, c'est toujours le souci. Comme quoi, vous voyez, c'est très bien de se retrouver physiquement parce qu'au moins, on est sûr que la personne, elle est là. En tout cas, bon, écoutez, malheureusement, on va réessayer une reconnexion. On va faire un peu, allez, on va changer dans l'ordre et dans le désordre. Et je vais vous passer la parole, Barbara Pompili, même si, évidemment, il aurait été bien de rebondir sur les enjeux du Green Deal, mais de présenter, en tout cas, la stratégie de la France. Je vous en prie. Oui, bonjour, bonjour à tous. Madame la commissaire, ravie de vous revoir et j'espère qu'on va pouvoir vous entendre, surtout c'est important. On est effectivement, du fait de l'urgence climatique, au début d'une décennie qui est complètement décisive et pour laquelle chaque action va compter. Et dans ce moment historique, en se dotant du pacte vert, le Green Deal, l'Union européenne a clairement montré qu'elle était à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Elle a prouvé qu'aux côtés des valeurs qui sont des valeurs fondatrices de l'Europe, de démocratie, de liberté, de justice, qui rassemblent les Européens, eh bien, la protection de l'environnement a toute sa place. Et aujourd'hui, nous avons la lourde responsabilité de traduire dans les faits cet engagement politique sans précédent au niveau européen et d'ailleurs au niveau national. Et donc moi, je suis très très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur les moyens que nous allons mettre en place et les moyens grâce auxquels nous pourrons atteindre nos objectifs climatiques. Aujourd'hui, le premier cadre de notre action qui est fixé, il est très ambitieux et il est fixé au niveau de l'Union européenne. Vous le savez, je pense que Kadri Simpson l'aurait redit, le Green Deal a rehaussé notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moins 55%, au moins en 2030, par rapport à 1990. Et pour atteindre donc cet objectif, la Commission a publié en juillet ce paquet Fit for 55 qui propose un ensemble de mesures qui touchent l'ensemble des secteurs émetteurs. Ce cadre, ça va être notre feuille de route pour guider notre politique énergétique sur la décennie à venir.
Ces propositions sont ambitieuses et je salue vraiment à ce titre le travail de la Commission et de la commissaire à l'énergie, Kadri Simpson, qui va nous retrouver et vraiment je me réjouis qu'on puisse échanger sur ces sujets. Dans ce contexte, nous avons des négociations essentielles qui nous attendent. Alors, je m'en réjouis. Vous savez que la France va assurer à partir du 1er janvier prochain la présidence du Conseil de l'Union. Je peux vous assurer qu'une de nos premières priorités sera bien évidemment de faire progresser ce cadre, ce paquet Fit for 55 en capitalisant sur les progrès qui sont en train d'être réalisés par la présidence slovène qui donc nous précède. L'idée, c'est de permettre une adoption la plus rapide possible de ces textes, sachant qu'il est difficile aujourd'hui de donner un horizon de temps précis parce que les négociations prennent du temps, parce qu'on voit bien que sur des sujets aussi sensibles, on a besoin que tous les pays se mettent en ordre de bataille et aussi surtout voient comment on peut appliquer ces réformes qui sont très ambitieuses sur le papier, mais qui nécessitent évidemment un gros accompagnement, notamment social. Je suis vraiment très attachée à ce que cette transition énergétique et écologique soit menée de manière inclusive, de manière soutenable et juste, en ne laissant personne, évidemment, sur le côté. On y sera particulièrement attentif lors des négociations à venir, avec l'idée qu'aucun ménage, aucune entreprise, aucun territoire ne soit abandonné en chemin. C'est pour cette raison que nous sommes très attentifs d'ores et déjà aux conséquences sociales de l'actuelle crise des prix de l'énergie. L'idée même de transition peut être remise en cause si nous n'y prenons pas garde. D'où des propositions ciblées que nous insérons dans le débat européen en complément des négociations sur le Fit for 55. Nous pensons notamment qu'il faut nous orienter vers des modifications très ciblées du marché de détail de l'électricité pour favoriser l'investissement de long terme, notamment dans les énergies renouvelables, et ça je le dis notamment pour mon voisin allemand, sans affecter l'équilibre de marché de gros, qui procure clairement des gros avantages en termes de sécurité et de solidarité. Donc il faut qu'on essaye de trouver cette marge de manœuvre, cette ligne de crête, sans toucher les marchés de gros, mais en regardant concrètement ce qu'on peut faire sur le détail. Je souhaite maintenant vous dire quelques mots sur la politique énergétique que nous mettons en œuvre maintenant au niveau national. Pour atteindre nos objectifs européens, la France mise sur un triptyque qui allie l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le nucléaire. Le premier axe de notre action, c'est la modération de nos besoins énergétiques. Pourquoi ? D'abord parce que, juste pour remettre en petite perspective, nous avons une stratégie nationale bas carbone qui prévoit une réduction de 40% de notre consommation globale d'énergie d'ici 2050. Je rappelle que, y compris en France, 2/3 de notre production d'énergie, enfin de notre consommation d'énergie est une consommation d'énergie fossile. On a parfois tendance à l'oublier parce qu'on confond énergie et électricité. Donc ces 2/3 de notre énergie, c'est de l'énergie fossile. Donc si on veut baisser cette consommation d'énergie, il faut d'abord qu'on fasse de l'efficacité, qu'on ait moins de demandes, et donc qu'on fasse de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Cette démarche, nous l'avons d'abord engagée à travers la massification de la rénovation énergétique de nos logements. Le dispositif de soutien financier mis en place pour accompagner les ménages dans ces travaux, qui s'appelle MaPrimeRénov', a reçu plus de 700 000 demandes cette année. Et nous soutenons aussi, évidemment, des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie, et notamment dans la décarbonation de nos process. Enfin, la France œuvre pour la modernisation de son parc automobile avec des bonus écologiques et des primes à la conversion. Nous avons 400 000 bonus écologiques et 860 000 primes qui ont été attribuées depuis 2017. Pourquoi ? Parce que nous considérons que pour baisser notre consommation d'énergie fossile, il faut aussi que nous passions le plus vite possible vers l'électrification de nos voitures et de nos transports en général, vers une électrification dans un mode qui est décarboné, évidemment. Et donc le deuxième axe, je dirais même la pierre angulaire de la politique énergétique française, ça repose justement sur le développement ambitieux des énergies renouvelables qui vont nous permettre justement de produire cette électricité décarbonée dont nous avons besoin.
La France est fortement engagée pour sortir de sa dépendance aux énergies fossiles, et donc l'électrification des usages de l'énergie sera un aspect absolument fondamental. Donc, pour développer les énergies renouvelables, nous avons une politique que nous mettons en place parce que ça nous permettra aussi de renforcer notre autonomie stratégique, de lutter contre le changement climatique et de protéger aussi durablement nos concitoyens d'une envolée de la facture énergétique. Et comme pourra sans doute le confirmer notre collègue allemand, c'est un vrai défi auquel nous avons à faire face. Les objectifs de notre programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, qui a été adoptée en avril 2020, sont ambitieux. Nous prévoyons de doubler les capacités de production d'électricité renouvelable d'ici 2030 pour atteindre 40% de notre électricité produite. La France a déjà avancé dans cette voie, même si nous avions pris du retard, nous le savons, et j'avais eu l'occasion d'en parler avec Kadri Simpson il y a quelques mois. Mais maintenant, aujourd'hui, 25% de notre électricité est produite par des énergies renouvelables, contre 21% encore en 2018. Mais évidemment, nous devons encore redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs. À titre d'exemple, pour le photovoltaïque, nous devons multiplier nos capacités par 7 à 12 d'ici 2050. Pour l'éolien en mer, il nous faudra doubler le rythme actuellement prévu de l'éolien en mer afin d'avoir installé et mis en service 2000 à 4000 éoliennes offshore à l'horizon 2050. Alors, pour accompagner ce développement, le gouvernement apporte un soutien financier sous forme de tarifs de rachat ou de compléments de rémunération de plus de 6 milliards d'euros par an, d'ores et déjà. Nous avons également adopté des évolutions juridiques importantes. La loi Climat et Résilience, qui a été votée cet été, a créé un dispositif de certificat de production de biogaz pour accélérer également le déploiement du biométhane, une énergie qui aura toute sa place dans notre mix énergétique. Cette loi essentielle, elle renforce également les obligations d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments, comme les centres commerciaux ou les immeubles de bureaux. Enfin, pour renforcer un sujet très important qui est l'acceptabilité des énergies renouvelables, nous avons consolidé le rôle des communes en amont des projets éoliens, parce que je crois qu'on ne peut avancer que si vraiment on a une bonne concertation sur les territoires pour faire accepter ces technologies. J'ai présenté au cours des dernières semaines plusieurs plans d'action pour le développement maîtrisé et responsable de l'éolien, pour accélérer le photovoltaïque ou encore pour encourager les projets d'énergie renouvelable citoyenne. Enfin, notre système énergétique continuera à s'appuyer sur le nucléaire. C'est le troisième axe de notre politique de transition énergétique. Aujourd'hui, le nucléaire est largement majoritaire dans notre mix électrique. Sa part devra diminuer pour laisser la place à davantage d'énergies renouvelables. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que nous allions construire de nouveaux réacteurs nucléaires, l'objectif étant de permettre, à partir de 2035, la poursuite de l'électrification des usages et le remplacement d'une partie des réacteurs existants qui arriveront en fin de vie. Parce que pouvoir s'appuyer sur un parc de production décarboné, qui associera donc encore de nombreuses années les énergies renouvelables et le nucléaire, aux coûts qui sont relativement stables sur de longues périodes, c'est aussi un moyen pour nous de donner confiance dans nos consommateurs pour qu'ils s'engagent dans la transition énergétique. On sent bien aussi qu'un des freins aujourd'hui à la transition énergétique, c'est tout simplement la peur et aussi parfois un sentiment de découragement en se disant que la marche est trop haute. Donc nous essayons de trouver des solutions pour répondre à ces inquiétudes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous indiquer comme étant les engagements fondamentaux de notre politique énergétique. Toutefois, je tiens à souligner que la France est très attentive à concerter et à associer autant que possible sur ces sujets. C'est ce que nous faisons avec notre stratégie française sur l'énergie et le climat. C'est une feuille de route partagée qui fait l'objet d'une révision tous les 5 ans, mais aussi d'une importante concertation. Et c'est pourquoi mon ministère a lancé le 2 novembre dernier la révision de cette stratégie pour l'adapter évidemment aux nouveaux objectifs européens qui sont issus d'une Green Deal. Et ces travaux doivent aboutir en 2023 et 2024. Enfin, je tiens à insister dans le cadre de cette table ronde sur l'aspect économique.
de notre transition partagée à laquelle je sais que vous êtes attachés, que ce soit Kadri Simpson ou ici nos voisins allemands. La réussite de la transition énergétique passera nécessairement par la maîtrise de notre souveraineté énergétique et de la création de filières industrielles fortes. Et c'est une préoccupation française autant qu'européenne. Elle se matérialise d'ailleurs par des programmes européens importants, tels que les programmes européens d'intérêt commun, les IPCEI, par exemple dans le domaine des batteries ou de l'hydrogène. Au niveau national, avec notre plan France Relance, nous avons engagé il y a un an une stratégie ambitieuse dotée de 7 milliards d'euros pour développer l'hydrogène décarboné. Et nous comptons aller encore plus loin. Le président de la République a présenté le 12 octobre dernier le plan d'investissement France 2030. Et dans le cadre de ce plan, nous avons 8 milliards d'euros qui sont prévus pour le secteur de l'énergie afin de construire une France qui sera décarbonée, résiliente, notamment en déployant l'hydrogène vert, qui est un des secteurs que nous voulons développer, mais aussi en décarbonant notre industrie. Nous prévoyons également 4 milliards d'euros d'investissement pour les transports du futur, avec la production de véhicules électriques et hybrides, et celle du premier, nous l'espérons, avion bas carbone. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. La France met les moyens pour mettre en œuvre nos objectifs communs en matière de lutte contre le changement climatique. Je suis profondément convaincue que nous avons deux vrais moyens d'y arriver. C'est d'abord avec une imbrication exigeante de nos efforts que nous réussirons à relever le défi de la transition écologique et énergétique, tout cela avec le plus de synergie possible avec les efforts de l'Allemagne. Et surtout, je crois que nous avons besoin de travailler ensemble tout en gardant aussi les spécificités de nos pays et de montrer que c'est avec justement des spécificités parfois très différentes dans nos mix que si nous travaillons bien, nous pourrons montrer que l'exigence de l'Europe, on peut aussi la dupliquer au niveau international. Donc très heureuse d'entendre vos interventions et d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Merci beaucoup à vous pour cette introduction sur les objectifs climatiques de la France. Alors, si vous le permettez, Andreas Feicht, Kadri Simpson est revenu avec nous. Normalement, vous nous entendez. Et surtout, est-ce qu'on peut vous entendre, Madame la Commissaire européenne à l'énergie? Alors, dites-nous quelques mots, on l'espère. Bonjour à tous et à toutes, je vous entends très bien. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous à Paris, mais je serai en France la semaine prochaine pour présenter le rapport sur l'énergie. Nous aurons une réunion à Paris. Et je me réjouis d'avoir des réunions à haut niveau en France pendant la présidence du Conseil de l'UE. Le forum est une plateforme importante pour fixer les orientations politiques dans un certain nombre de domaines, et cela vaut notamment pour la transition énergétique. Je tiens à remercier la participation française et allemande d'être le fer de lance du pacte vert. Nous avons ici une opportunité formidable. La transition fera de notre économie une économie plus propre, plus compétitive, nous permettra de réduire les émissions de CO2, ce qui est fondamental pour garantir notre mode de vie et d'atténuer le changement climatique. Tout le monde est d'accord pour dire que la transition est fondamentale. Nous avons ces différentes plateformes, ces différents forums où nous discutons de la meilleure voie pour atteindre la décarbonation de nos économies, des technologies qui peuvent être utiles. Les États membres décident des politiques publiques et décident de leur mix énergétique dans la droite ligne du paquet ajustement à l'objectif 55. Les États membres prennent des mesures qui doivent être justes et équitables, et c'est pour cette raison que la Commission européenne prend très au sérieux la crise de l'énergie, la crise actuelle sur le prix de l'énergie, et en particulier pour les ménages les plus fragiles.
Nous avons présenté une communication sur les prix de l'énergie en octobre, une communication qui présente un certain nombre de mesures pour les citoyens, pour les entreprises, car nous devons garantir que l'augmentation des prix qui vient de la demande ne doit pas faire obstacle à la transition. Nous devons continuer à investir dans l'efficacité énergétique, la bonne utilisation des énergies renouvelables. Voilà les bons choix à faire. Je suis persuadé que plus tôt nous réagissons et plus nous réussirons à atteindre. C'est un bon moment pour profiter des plans de relance nationaux et européens pour prioriser l'innovation. C'est ce qui se passe en France, par exemple, et de prendre des mesures pour la transition énergétique, aussi pour sortir les populations de la précarité énergétique. C'est une mesure importante dans la transition énergétique. Nous savons qu'actuellement, les énergies renouvelables sont la forme d'électricité la moins chère dans nombre de pays de l'UE. L'année dernière, pour la première fois, les énergies renouvelables ont dépassé les énergies fossiles en Europe. Le pacte vert nous aidera à renforcer notre résilience. La loi européenne sur le climat, qui a été adoptée à l'unanimité, nous intime de réduire les émissions de gaz à effet de serre, moins 55%, vous le savez. Pour l'inscrire dans la loi, la Commission européenne a proposé le paquet ajustement à l'objectif 55, lié à deux directives sur l'énergie et l'efficacité énergétique, et des directives qui ont des objectifs renforcés et qui seront bientôt suivies par une législation sur la décarbonation du bâtiment notamment. Et ces législations seront notamment négociées pendant la présidence française du Conseil de l'UE. Nous devons également nous poser la question comment nous pouvons aider les plus vulnérables. Le Fonds climatique sur le climat serait décisif afin d'aider les ménages les plus vulnérables. Cette mesure fait partie du paquet et est également importante. La transition verte représente également des opportunités d'investissement. L'UE s'est engagée à débloquer 1 billion d'euros d'ici à 2030. L'Union européenne a alloué 30% du budget pour des investissements durables. C'est le plus grand investissement dans le monde. Les plans nationaux ont alloué 46% et 42% au plan de transition énergétique. Tout cela s'inscrit dans l'objectif de faire de l'Europe le premier continent neutre en climat. Cette transition n'est pas une option ou seulement une obligation morale, c'est un impératif absolu de faire de cette transition une réalité. Nous devrons nous associer aussi pour que nos citoyens voient les avantages de cette transition, des opportunités d'emploi, des factures moins importantes, une amélioration de leur qualité de vie. Je me fais un plaisir de prendre part à la discussion que nous allons avoir et je remercie Madame la Ministre et Monsieur le Secrétaire d'État pour leur soutien très important pour nos mesures de décarbonation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Kadri Simpson, pour évidemment cette présentation des enjeux européens et comment l'Union européenne accompagne les pays. Alors, vous pouvez évidemment réagir, je vous ferai réagir, Barbara Pompili, dans un instant, Andreas Feisch, pour en dire un peu plus, peut-être commenter ce qu'a dit Kadri Simpson, et puis parlez-vous aussi des objectifs climatiques en Allemagne.
Oui, merci beaucoup, cher Kadri. Je suis ravie que vous soyez parmi nous de manière virtuelle, du moins. Merci beaucoup à Barbara de nous avoir réunis autour de cet échange d'une actualité brûlante. Comme vous l'avez dit, cela concerne tous les secteurs de notre société et de nos économies. Et donc, cette approche transversale du paquet Fit for 55 pour la mise en œuvre du Green Deal, qui a été formulée notamment sous le leadership de Kadri Simpson et de son équipe, sera décisive. On ne peut pas encore très bien se rendre compte des impacts que cela aura sur l'Union européenne et sur les débats qui se préparent. C'est pourquoi il est tout à fait opportun que la présidence française aura lieu au premier semestre 2022, parce que ces débats seront extrêmement difficiles à mener et nous devrons construire des consensus forts. Kadri Simpson l'a indiqué, il faut veiller à ce que cette transition se fasse de manière juste sur le plan social. Et bien sûr, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Même politique climatique qui soit crédible et efficace dans l'atteinte des objectifs, mais qui soit également attentive aux besoins. Moi, je vais ajuster mon microphone. Il faut que nous ne laissions personne au bord du chemin. C'est le grand défi qui nous attend. Défi pour l'Europe, mais aussi dans notre coopération avec le reste du monde. L'Allemagne est, comme vous le savez, un pays orienté vers les exportations et il faut continuer à être compétitif dans cette concurrence mondiale, notamment vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Nous avons donc besoin d'une approche pragmatique, mais aussi une démarche pertinente et sensée du point de vue du cadre réglementaire. Et je pense que cela est ressorti très clairement dans les présentations des experts économiques. Nous avons besoin d'investissements d'ampleur afin de réaliser cela. Et pour moi, les investissements ne sont pas des coûts. Les investissements mènent à la prospérité. Il faut que nous investissions dans le système, d'éviter un endettement futur et un manque de compétitivité. Cela, les moyens financiers à mobiliser devront être considérables et nous avons donc besoin des bonnes mesures d'incitation. Parce que ce financement ne pourra pas se faire uniquement par des fonds publics. Il faut qu'il y ait des capitaux privés. Et donc, nous avons besoin d'un système cadre qui pousse les consommateurs le choix des produits verts, création de valeur. Il faut donc un marché pour le plastique vert, un marché aussi les bâtiments à efficacité énergétique. Ce sont là des jalons importants et qu'il faudra réussir à mettre en œuvre parce que pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment le cas. Il y a eu de nombreuses initiatives d'incitation en France et en Allemagne et dans d'autres États membres pour que les vertes puissent réussir leur introduction sur le marché. Mais nous n'avons pas encore créé suffisamment d'incitation pour pousser les consommateurs à pouvoir faire le choix de ces produits verts. Et je crois que ce sera tout l'enjeu de cette transition, d'avoir cette bonne approche du point de vue politique. Pour ce qui est de l'Allemagne, nous avons adopté une loi sur le climat il y a environ 1 an que nous avons retravaillé après un arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous voulons être neutres en termes de CO2 d'ici à 2042 et nous voulons considérablement augmenter la part des renouvelables d'ici à 2030. Nous sommes à 52% dans la consommation d'électricité, donc pas de la consommation d'énergie globale, mais de la consommation d'électricité. Il faut donc que nous accélérions ce développement des énergies renouvelables, dont le prix s'est considérablement réduit. Mais au-delà de cela, les coûts système augmentent. Nous devons donc investir dans le réseau
électrique. Nous avons d'ailleurs une feuille de route très claire pour cela, mais nous sommes actuellement en retard et nous devons donc accélérer nos efforts et la mise en œuvre. Il y a des débats très controversés sur ces sujets, nous l'avons évoqué à l'instant. Cette acceptabilité dans les territoires sera centrale. Et nous avons aussi besoin d'une stratégie cohérente pour rendre les molécules vertes, comme je le disais, donc notre stratégie pour l'hydrogène, afin que ceux qui souhaitent embrayer cette transition soient en mesure d'avoir une énergie verte. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de la question des coûts, et c'est vrai que ce matin, on l'a évoqué avec le professeur Anne Créti, qui a donc avancé le chiffre de 438 milliards d'euros d'investissement par an. On se rappelle aussi de ce que disait, et c'était évoqué aussi ce matin, la Cour des comptes européenne qui parlait de 11 200 milliards d'euros à l'horizon 2030, donc des chiffres très très lourds. Et en même temps, ensuite, quand on parlait des bénéfices avec Félix Mathès, il nous disait qu'évidemment, là, ça va être compliqué à gérer. C'est un peu la transition, justement, qui est compliqué à gérer, mais finalement, au bout du compte, on va s'en sortir dans cette histoire. Comment se dire, quand on voit ces investissements quand même colossaux qui se présentent, en même temps avec la question, vous l'avez soulevé aussi, d'une transition juste, où il va falloir accompagner les plus précaires. On parle beaucoup de précarité ici en France, aussi en Allemagne. Comment faire? Quel va être le défi? En fait, je crois qu'on est... Oui, c'est bon, ça marche. Je crois qu'il faut qu'on mette tout le monde en ordre de bataille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas réussir la transition, on l'a dit tout à l'heure, si on n'emmène pas tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, mais mettre tout le monde en ordre de bataille, ça veut dire qu'il faut que le narratif dise clairement qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que si nous voulons avoir une économie compétitive dans nos pays, dans les décennies qui viennent, il faut s'y mettre dès aujourd'hui et il faut pouvoir mettre les moyens adéquats. Les moyens adéquats, on les met à travers des incitations financières par les pays. Donc, ce sont les mesures dont on a parlé. Donc, ça peut être des aides concrètes, des aides publiques, des aides en demandant aux entreprises d'ailleurs d'y participer. Nous avons des dispositifs de certificats d'économie d'énergie qui permettent aux entreprises, qui sont un peu des obligés, de participer financièrement à l'aide, par exemple à la rénovation des logements ou à d'autres mises en œuvre de politiques, mais aussi évidemment tout le système des investissements bancaires, financiers, etc. Si on fait le narratif correctement, et j'insiste là-dessus, parce qu'on voit qu'on a encore trop de freins, parce que la prise de conscience de la nécessité d'agir ici et maintenant n'est pas encore générale. On peut prendre l'exemple qui est un peu maintenant habituel des énergies renouvelables. Nous avons encore beaucoup sur nos territoires de difficultés à faire accepter l'idée de faire des implantations d'éoliennes onshore, offshore, ou même chez nous, c'est en train de monter la méthanisation. Pourquoi? Parce que on explique le comment, mais on n'explique pas suffisamment le pourquoi. Il y a la big picture, changement climatique, il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et il y a, on voit des éoliennes. Mais on n'explique pas qu'on est en train finalement de faire passer nos pays d'un modèle à un autre, et que le modèle qu'on quitte, il faut quelque part le quitter sans regret, parce que c'est un modèle qui de toute façon est en train de décliner. Je vous donne un exemple concret de ce que je vous raconte. J'étais avec le président de la République dans une usine dans le sud de la France, qui était une usine de la société Schlumberger, pour ne pas la nommer, et qui était en train de perdre toutes ses commandes et ses parts de marché. Ils étaient passés de 1200 salariés sur le site de l'usine à 400. Ils n'avaient plus de perspective. Et ils ont commencé à se réorienter vers la production d'électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène, et la réorientation aussi de leurs investissements vers des énergies renouvelables, justement, et plus seulement sur les énergies fossiles, qui étaient la base de leur travail. D'un seul coup, les perspectives s'ouvrent, d'un seul coup, l'optimisme revient, et nous avons sur ce site et sur tout le territoire autour
tout le monde qui se dit, mais bon sang, on est en train là de travailler sur l'avenir et de travailler sur quelque chose qui va pouvoir nous faire travailler nous, mais aussi faire travailler nos enfants et qui en plus va dans le sens de l'environnement. Et donc là, sur le terrain, moi, j'ai plus besoin de rien faire. Les investisseurs, on les a partout, les gens sont enthousiastes et on a un espoir qui renaît. La transition écologique, aujourd'hui, elle est encore trop vue comme une contrainte, comme une forme de calamité à laquelle il faut faire face et comme une source d'angoisse. À nous aussi de travailler sur ce narratif pour dire non, c'est une donne, c'est un nouvel élément, mais qui peut être un élément de défi à partir du moment où on le construit ensemble. Si on réussit ce narratif, ensuite c'est plus simple pour tout. C'est plus simple pour tout, et c'est aussi plus simple pour un certain nombre de pays qui sont membres de l'Union européenne aujourd'hui, qui ont un gros chemin à parcourir pour justement atteindre la neutralité carbone, qui sont très 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 dépendants des énergies fossiles et qui nous demandent aujourd'hui de l'aide, et on met en place, on avait mis en place le fonds de transition juste. Là, autour de l'extension de l'ETS, on est en train de réfléchir aussi à un fonds social qui nous demande cela, mais on voit bien qu'au-delà de cette demande de fonds qui est nécessaire, il y a aussi vraiment une demande de travail ensemble pour que cette transition, on puisse la mener le plus efficacement possible et en ne laissant personne derrière. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur ce narratif, parce que pour moi, c'est la base absolue pour pouvoir engager la transition partout. Alors, je vais faire réagir Andrea Feicht, mais il y a justement une question du public qui dit le développement des ENR est une nécessité indéniable. Cependant, dans quelle mesure la construction d'installations d'énergie renouvelable aura-t-elle un impact sur la balance commerciale respective de la France et de l'Allemagne d'ici 2030 ? Peut-être passer la parole d'abord pour cette question et puis commenter plus globalement le coût. La balance commerciale entre la France et l'Allemagne, de manière générale, nous sommes ancrés dans un système européen. Nous avons 9 pays autour de nous en Allemagne. Nous appelons également nos voisins électriques. Je pense à la Norvège aussi, par exemple. Tout cela signifie que l'échange des énergies, notamment l'électricité, va augmenter. Et cet échange est déjà important. Nous importons et nous exportons de l'électricité en France. Nous en avons 2 France. Nos importations nettes, nous exportons davantage net vers la France que nous n'importons. Nous importons également de l'électricité du Danemark, notamment de l'éolien. Et je pense que ces échanges vont augmenter, et à juste titre, car il en va de trouver la manière la plus efficace de produire de l'électricité. Un pays comme l'Allemagne, qui a un besoin énergétique important, qui a une forte densité de population et qui est organisé de telle manière que la demande d'électricité soit surtout à l'ouest et au sud du pays. Le besoin, comme je l'ai dit, se trouve en particulier dans le sud. L'électricité doit être transportée sur des grandes distances. Dans le sud et à l'ouest, il y a peu de possibilités de développer les renouvelables, donc cela signifie importation, et donc davantage de coopération. Avec nos partenaires danois, par exemple, nous avons un protocole d'accord sur la construction d'une île artificielle dans la mer du Nord, où 10 gigawatts d'éoliens vont être construits, 3 gigawatts dans la Baltique, par exemple, bien plus d'énergie que le marché peut absorber pour le Danemark. Donc, ils nous ont dit, nous voulons cette coopération avec vous, et ainsi cet échange de l'énergie va jouer un rôle plus important à l'avenir. Cela a également à voir avec les coûts, car nous devons trouver la manière la plus bon marché de produire cette énergie. Alors peut-être un commentaire avant que je passe la parole. Je vois le temps qui file aussi parce que nous avons encore beaucoup de choses dans cette journée, mais Barbara Pompili, évidemment, parce que la question vous concernait également. Oui,
Moi, je complète et je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Andreas. On a aujourd'hui un marché de l'électricité qui est un marché qui fonctionne bien et qui va devoir encore se renforcer parce que justement, le fait que nous diversifions nos sources de production électrique va faire que les échanges vont encore s'intensifier. Donc je partage complètement ce qui a été dit. Je double ça du fait que si nous sommes moins dépendants des énergies fossiles, et de moins en moins, le but c'est vraiment ça nous permettra aussi de gagner en souveraineté européenne par rapport au reste du monde et par rapport à des dépendances qui aujourd'hui, on le voit bien, ont une importance géopolitique fondamentale. C'est pourquoi la stratégie que nous avons en France, c'est aussi de produire le plus possible chez nous, y compris à travers l'hydrogène qui va jouer un rôle aussi de stockage. Il ne faut pas, même si ce ne sera pas le seul, hein, mais ça sera une opportunité de stockage. Parce que nous allons devoir, en changeant notre mix électrique, tous les pays européens, travailler ensemble sur les réseaux. C'est une évidence. Nos réseaux doivent être retravaillés, doivent évoluer. Ça, d'ailleurs, ça va avoir un coût aussi. Ça va avoir un coût très important. Mais c'est un investissement absolument fondamental si on veut réussir notre projet commun avec nos voisins européens. Donc, en termes de balance commerciale, aujourd'hui, nous avons, avec le nucléaire, nous avons une facilité à exporter plus massivement. Nous avons aussi effectivement des moments où nous importons, notamment pour gérer la question des pointes. Je n'ai pas, moi, l'évaluation encore exacte, puisque tout ça est encore en train d'être affiné. Mais ces investissements, à mon avis, seront totalement rentables pour justement mettre en place cette souveraineté européenne dont nous avons besoin pour avoir aussi des marges de manœuvre vis-à-vis de nos voisins, et pas seulement sur le plan énergétique, aussi sur le plan commercial. Alors, Kadri Simpson, évidemment, un commentaire à ce qui vient d'être dit sur cette question des coûts et des investissements. Oui, tout à fait. Je pense que nous devons tirer les leçons de cette crise des prix de l'énergie élevés. Cela nous montre que nous devons redoubler d'efforts parce que ce n'est qu'en augmentant la diversification de nos sources d'approvisionnement et de la production locale des ENR que nous pourrions être résilients. Pour l'instant, nous sommes trop dépendants des sources fossiles et nous importons beaucoup de gaz naturel et de produits pétroliers. Donc, à cet égard, nous devons investir dans notre propre production afin de nous renforcer sur le long terme et pouvoir faire face à des prix des carburants fossiles très volatiles. L'expérience de l'Union européenne avec les énergies renouvelables montre que nous pouvons produire à des prix très bas et la part des ENR dans notre mix énergétique nous rendra plus forts face aux fluctuations des sources fossiles et nous serons moins vulnérables dans un contexte d'augmentation massive comme nous les connaissons actuellement. L'efficacité énergétique sera bien sûr un grand sujet pour réduire les coûts pour les entreprises et les ménages. Et pour cela, nous avons besoin d'investissements massifs afin de pouvoir faire évoluer notre balance commerciale et cette dépendance vis-à-vis des fournisseurs des carburants fossiles qui ne sont parfois pas aussi fiables que nous aimerions qu'ils le soient. Et bien sûr, la COP26 a également permis de voir que nos partenaires commerciaux se sont rendus compte que le carbone devait avoir un prix efficace. Il faut envoyer des signaux prix très clairs au marché et de plus en plus
d'acteurs internationaux se sont prononcés en faveur d'une introduction d'une telle tarification carbone, notamment depuis l'annonce du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qui a incité nos partenaires commerciaux à faire la même chose et cela nous permet donc de protéger la compétitivité de nos entreprises. Merci beaucoup de votre invitation à cet échange. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous à ce sujet. Merci beaucoup. Alors justement, Kadri Simpson a soulevé un des derniers sujets qu'on pourra aborder dans les 5 minutes qui viennent. On pourrait parler très longtemps, évidemment, de ce sujet des moyens vu les enjeux. C'est la question du carbone. Vous en avez parlé aussi en introduction, hein, ce marché carbone, le mécanisme d'ajustement aussi qui se met en place, qui est l'un de ces enjeux aussi quand on parle des moyens à atteindre, des objectifs à atteindre. Ah bah là, on est sur un enjeu essentiel. On est très heureux que enfin ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières soit à l'agenda de l'Europe, parce que c'est un moyen aussi de rassurer nos investisseurs, de rassurer nos entreprises auxquelles nous demandons beaucoup et qui vont devoir gérer des réformes importantes qui vont être des contraintes pour eux sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, dans tous les domaines, les transports, etc. Donc, le fait qu'on puisse dire qu'un tel mécanisme va se mettre en place de manière progressive, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit pédagogue sur cette question. L'idée n'est pas de mettre en place de manière très couperée un mécanisme qui nous couperait aussi de nos partenaires avec qui on travaille, avec qui on doit trouver des solutions pour que ça se passe le mieux possible. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un mécanisme de manière progressive, en commençant par quelques filières, en commençant par l'acier, par exemple, ou des filières qui seraient le ciment, qui seraient des filières un petit peu d'exemple et où on va justement commencer pas à pas. Et puis, l'idée aussi, c'est de faire passer ce message à tous que la question d'un prix du carbone, c'est une question qui maintenant est sur la table. Et d'ailleurs, la COP26 a permis d'avancer sur ce sujet. C'est absolument indispensable pour réussir la transition énergétique et écologique d'une manière générale, et que tout le monde doit s'y mettre. Et l'Union européenne doit être force moteur face à ça et montrer aussi que nous ne sommes pas dans un mécanisme qui est un mécanisme de protection commerciale. Je crois que c'est très important. C'est un mécanisme qui va permettre de protéger notre environnement et d'atteindre nos objectifs climatiques. Donc c'est un objectif climatique que nous visons à travers ce mécanisme. Je crois que nous allons devoir beaucoup le répéter pendant les échanges des mois à venir. Andreas Feicht, un commentaire aussi sur ce marché du carbone, ce mécanisme d'ajustement aussi européen? Je pense qu'il est très important d'avoir un signal des prix, car il va falloir réduire nos émissions. Le système ETS fonctionne. En Allemagne, nous avons introduit un prix sur le carbone en dehors de l'ETS, sur la mobilité, sur le bâtiment. Bien sûr, il y a des problèmes d'accessibilité sociale qui ont été pris en compte. Et puis, naturellement, le point fuite de carbone doit être abordé pour que notre industrie demeure compétitive à l'échelle internationale. Donc, éviter ces fuites de carbone. Comme nous le faisons aujourd'hui, ces points sont financés par le budget, compensation d'électricité. Tout cela est présent dans la loi sur les énergies renouvelables. C'est toujours un point important en raison des réglementations sur les aides d'État aux entreprises. C'est pourquoi je suis en faveur que dans le paquet ajustement à 55, nous fassions des propositions au sujet du système CBAM. Je suis un peu plus réticent que vous, Madame la Ministre, car je suis préoccupé que ce point ne soit pas interprété comme un protectionnisme par les autres pays en dehors de l'UE. L'Allemagne, nous sommes un pays exportateur, et lorsque je pense à la Chine, part de renouvelables et part de charbon important, il est important de dire
telle exportation d'acier est vert ou telle exportation est noire, etc. Et c'est difficile à comprendre pour nos partenaires en dehors de l'UE. Bien sûr, il faut parler de ce sujet, il faut avoir un débat, se faire une idée. Le sujet n'a pas encore été négocié, tout n'est pas décidé, mais des conditions de concurrence équitable à l'international sont importantes. Nous, en tant que gouvernement, nous serions plutôt en faveur d'un club climat, et ce point jouera un rôle important lors de la présidence du G7, et puis au sein du G20 également. Peut-être de dire, selon les différents secteurs, nous avons des conditions de concurrence équitables. Nous ne pouvons pas, comme nous disons toujours en Allemagne, bonne volonté, mais c'est un échec. C'est ce que nous devons éviter à tout prix. Kadri Simpson, peut-être un mot de conclusion. Je vais vous demander en 1 minute, malheureusement, comme le temps file, un mot de conclusion à cette table ronde. Oui, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la structure, ce changement structurel fondamental va toucher tous les aspects de la société. Et ce ne sera pas facile pour l'industrie notamment, et également pour ceux qui sont fortement dépendants des énergies fossiles depuis des décennies. Nous devons porter une attention particulière à ce que cette transition soit équitable, soit juste et défende notre compétitivité. La Commission européenne, nous sommes pleinement prêts à aller dans ce sens. J'ai des grandes attentes pour la présidence française du Conseil de l'UE l'année prochaine et j'espère que lors de la présidence française, nous pourrons faire avancer les propositions qui permettent de faire avancer la transition d'ici à 2030 pour que nous puissions atteindre la neutralité climatique en 2050. Lorsque la France prendra le relais de la présidence du Conseil de l'UE, le moment sera important et ce sera le moment de décider comment nous rehaussons nos ambitions et comment nos partenaires internationaux peuvent nous prendre au sérieux et nos engagements. Je suis persuadé que sous la présidence française, nous serons à la hauteur de toutes ces attentes. Merci beaucoup. Je ne peux que vous faire réagir, évidemment, en quelques secondes quand même, parce que là, elle vient de parler, évidemment, des prochaines échéances et la France à la tête de... Oui, nous sommes conscients de l'enjeu, puisque je suis complètement d'accord avec Kadri quand elle dit qu'on arrive à un moment qui est vraiment un moment crucial, où nous avons cette ambition à montrer, que ce soit entre nous, mais que ce soit aussi vis-à-vis de l'extérieur, avec des défis climatiques qui sont là et auxquels nous devons apporter une réponse. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer cette présidence française de l'Union européenne et je suis très heureuse de pouvoir travailler avec l'équipe de la Commission qui fait un très beau travail, qui a fait des belles propositions et que nous devons maintenant réussir à mettre en œuvre. Donc, gros défi, mais grosse envie d'y aller et de réussir à avancer le plus possible dans l'évolution et dans la mise en œuvre de ce paquet. Merci beaucoup. Ça sera un très beau mot de conclusion à cette table ronde sur des sujets évidemment majeurs. Merci à vous, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État et Madame la Commissaire européenne pour cette table ronde. On va marquer alors une pause ici dans les lieux pour ceux qui sont ici, qui ont la chance d'être présents pour le déjeuner. Vous vous orientez par là-bas, c'est fléché, vous allez très bien vous débrouiller. Pour ceux qui nous suivent en ligne et qui veulent suivre un moment important, parce que ça sera dans même pas 10 minutes, à 12h45, dialogue entre les parlementaires européens et des jeunes, justement, issus de la société civile à 12h45. Donc, un débat qui va durer 1 heure, vraiment important. Et puis, on se retrouvera ici pour la poursuite après de ces débats du Forum franco-allemand de l'énergie à 14h. Merci. Bon déjeuner à vous tous. Merci. Merci.